Mon fils a appelé Julien pour demander de l'aide. Maman est en train de mourir, papa. S'il te plaît, viens la sauver, a-t-il dit. Julien a répondu au téléphone avec impatience. Tu es comme ta mère. Vous êtes tous les deux des menteurs. Si elle va vraiment mourir, qu'elle le fasse une bonne fois pour toutes. Julien ne savait pas que je mourrais vraiment. Plus tard, comme il l'avait souhaité, je ne l'ai plus jamais dérangé. À la fin, Julien s'est retrouvé à genoux devant ma tombe, implorant mon pardon. J'étais assise par terre à côté du lit. Je ne pouvais pas arrêter le liquide qui sortait de ma bouche. Mon fils de 3 ans pleurait tout en essayant de nettoyer mon visage avec des mouchoirs. « Maman, qu'est-ce qui t'arrive ? » « J'ai peur, que dois-je faire ? Demanda-t-il d'une voix tremblante. J'ai voulu lever ma main pour le rassurer, mais je n'avais pas la force. « Maman, je vais chercher papa. »« Il peut t'aider, d'accord » insista-t-il avec détermination. Samuel courut pieds nus jusqu'au salon pour chercher le téléphone avec urgence. Il finit par le trouver, mais eut des difficultés à le déverrouiller. « Maman, je n'arrive pas à déverrouiller le téléphone. »« Tu peux le faire pour que je puisse appeler papa ?» demanda-t-il, en poussant l'appareil vers moi. Avec un effort presque surhumain, j'ai levé la main et saisi lentement le mot de passe. Samuel observa attentivement jusqu'à ce que le téléphone soit déverrouillé. Sans perdre de temps, il composa le numéro de Julien, un numéro que je lui avais appris en cas d'urgence. Il faisait confiance à son père pour répondre et aider, sans savoir que ce geste innocent ne changerait pas ce qui allait arriver. Il trouva immédiatement le numéro de Julien et le composa. Le téléphone sonna longtemps avant qu'il ne réponde. « Andrea, ne t'ai-je pas dit de ne pas me déranger à moins que ce soit important ? » « Je suis très occupé, » dit Julien avec impatience. La voix impatiente de Julien résonnait à travers le téléphone. Emilio baissa les yeux, visiblement intimidé. Il me regarda brièvement, inquiet, tandis que je restais faible, incapable de bouger. Puis, d'une voix tremblante, il parla au téléphone. « Papa, maman ne va pas bien. »« Tu peux venir l'aider ?» demanda-t-il timidement. Julien resta silencieux un moment en entendant la voix d'Emilio, puis lâcha un rire bref mais froid. « Andrea, c'est trop. Maintenant, tu utilises Emilio pour attirer mon attention. »« Comment peux-tu tomber si bas ?» dit-il avec sarcasme. En entendant ces mots, je ressentis une douleur profonde dans ma poitrine, comme si le peu d'air qu'il me restait disparaissait. Je fermai les yeux brièvement tandis que ma vision devenait floue. Emilio, incapable de comprendre la dureté des paroles de son père, ne put que continuer à supplier. « Papa, maman a besoin d'aide. S'il te plaît, viens. »« J'ai peur » insista-t-il en sanglotant. Julien, agacé, répondit avec dureté, « Tu es comme ta mère. Toujours à exagérer les choses. Si elle va vraiment si mal, que ce soit ce qui doit être, dit-il avant de tenter de raccrocher. Cependant, juste avant de couper, une voix enfantine de l'autre côté interrompit. « Papa, viens couper le gâteau. »« Il est presque minuit, » dit la petite fille avec impatience. Le ton de Julien changea immédiatement. Il baissa la voix et parla avec douceur. « D'accord, j'arrive » répondit-il calmement. En entendant cela, quelque chose en moi se brisa complètement. Je compris enfin que nous interrompions quelque chose d'important pour lui, l'anniversaire de quelqu'un qui comptait plus que nous dans sa vie à ce moment-là. Emilio laissa tomber le téléphone déconnecté et me regarda sans savoir quoi faire. Je voulus le réconforter, peut-être caresser sa tête pour lui montrer que tout irait bien, mais mon corps ne répondait plus. Quand je repris conscience, je flottais hors de mon corps. J'observais Emilio qui me secouait doucement, m'appelant de sa petite voix. « Maman, réveille-toi. »« J'ai faim » suppliait-il. Mon corps restait immobile à côté du lit, et le silence était inquiétant. Sans le désordre autour de nous, on aurait pu penser que je dormais simplement. « Emilio, je suis tellement désolée de t'avoir laissé dans cette situation. J'aurais dû mieux te protéger » murmurai-je amèrement depuis ma nouvelle existence en tant qu'esprit. Mais il n'y avait rien que je puisse faire. Emilio se blottit contre moi, comme s'il espérait que tout s'arrangerait au lever du jour. À 3 heures du matin, le bruit de la porte d'entrée rompant le silence me sortit de mes pensées. Julien entra, ses vêtements imprégnés d'un parfum inconnu, et marcha d'un pas lourd. Emilio se réveilla au bruit et alla dans le salon, encore endormi. En le voyant, Julien l'observa avec un regard irrité. « Pourquoi n'es-tu pas couché ? Tu sais que tu as école demain » demanda-t-il d'un ton sévère. Emilio secoua timidement la tête, sans savoir quoi répondre. « Où est ta mère ? Elle t'a laissé réveiller tout seul » demanda Julien, visiblement frustré.
Il prit la main d'Emilio et le conduisit vers la chambre principale. En le suivant, un mélange d'anxiété et de tristesse envahissait mon être. Que se passerait-il maintenant que Julien était si près de découvrir ce qui s'était réellement passé? Se rendrait-il compte de sa culpabilité ou ressentirait-il de la tristesse quand Julien découvrirait que j'étais déjà morte? Il poussa la porte à moitié ouverte. Il vit mon corps assis de l'autre côté du lit. La lumière de la lune filtrait à travers la fenêtre. Julien ne vit qu'une silhouette de dos. « Andrea, quelles absurdités fais-tu encore ?» dit Julien. « Tu es mère maintenant. Pourquoi Emilio n'est-il pas déjà couché à cette heure? Quelle est cette attitude de rester perdu dans tes pensées ?» Quand je ne répondis pas, Julien poussa doucement Emilio dans la pièce. « Allez, mets-le au lit, dit Julien. Si tu ne te reposes pas, lui en a encore besoin. Il a école demain. » Je criai désespérément à son oreille. « Julien, je suis morte. Je ne peux plus mettre Emilio au lit. Sors-le d'ici. Il aura peur s'il découvre que je suis morte. » Peu importe combien je criais, Julien ne pouvait pas m'entendre. Quand je ne répondis toujours pas, Julien se frotta les tempes. Une pointe de colère se refléta sur son visage. « Andrea, quel est le but de cette attitude tout le temps ?» dit Julien. « Je peux laisser le passé derrière, mais j'espère que tu réfléchiras sur toi-même et que tu ne seras pas une mauvaise influence pour Emilio. »« Julien, entre, je le suppliai. Si tu entres, tu verras que je suis déjà morte. » Anxieuse, je me jetai vers Julien. Je voulais le tirer dans la chambre pour qu'il voie que j'étais morte, mais je passais simplement à travers lui. « Andrea, tu devrais réfléchir sur toi-même, » dit Julien, toujours sans réponse de ma part. Julien ferma violemment la porte, nous isolant Emilio et moi dans la chambre principale. Ensuite, il retourna à son bureau. La petite lueur d'espoir dans mon cœur s'éteignit complètement. Emilio, probablement trop fatigué, s'approcha et s'allongea à mes côtés. Sa petite tête se reposa sur mes jambes, et il s'endormit rapidement. Le lendemain matin, à 8 heures, Julien se leva, se prépara et alla dans le salon. Il vit la table à manger vide et fronça les sourcils. Avant, je me levais toujours à 6 heures pour préparer le petit déjeuner, juste pour que Julien ait un repas chaud à son réveil. À ce moment-là, le loquet de la porte de la chambre principale cliqueta. Emilio sortit de la pièce pieds nus. Ses vêtements étaient tachés de traces de sang séché. Julien le regarda et resta figé sur place. « Emilio, qu'est-ce que c'est sur tes vêtements ?» demanda-t-il. Emilio se frotta les yeux et s'avança lentement vers lui. « Papa, j'ai très faim, dit-il. » Julien regarda les taches de sang séché sur les vêtements d'Emilio, puis les dessins sur la table basse. Son visage pâlit. « Ta mère n'a même pas pris la peine de te changer ses vêtements sales ? Elle t'a laissé dormir comme ça, dit-il, frustré. Julien regarda sa montre et prit la main d'Emilio. « Où est ta mère ?» demanda-t-il. Emilio pointa vers la chambre. La chambre principale. « Maman dort encore, dit-il. » Le froncement de sourcils de Julien s'accentua. « Andrea, réveille-toi. Emilio doit aller à l'école bientôt et il n'a même pas pris son petit déjeuner. »« Tu deviens de plus en plus irresponsable, » dit Julien, irrité. Il attendit un moment, mais je ne répondis pas furieux. Julien se dirigea vers la chambre principale. Je ressentis un mélange d'émotions. Dès que Julien ouvrirait la porte, il découvrirait que j'étais déjà morte. Mais juste au moment où Julien était sur le point d'ouvrir la porte, le téléphone qu'il avait laissé sur la table de la salle à manger sonna. Je continuais de murmurer à son oreille, « Julien, ouvre juste la porte. Dès que tu le feras, tu verras que je suis déjà morte. » Mais Julien s'arrêta et retourna dans le salon pour prendre son téléphone. Je vis l'identité de l'appelant. C'était Sophia Marin, la femme inaccessible de ses rêves. « Julien, Raoul s'est réveillé ce matin avec de la fièvre. Je ne sais pas quoi faire toute seule. Peux-tu venir m'aider ?» dit la voix anxieuse de Sophia au téléphone. Le ton urgent de Sophia provoqua immédiatement une panique sur le visage de Julien. C'était une expression qu'il n'avait jamais eue, même pas lorsqu'Emilio avait eu 40 degrés de fièvre. « Attends-moi à la maison, j'arrive bientôt, » dit Julien précipitamment. Julien mit ses chaussures et s'apprêtait à sortir. Il se retourna après avoir ouvert la porte et vit Emilio debout là avec une expression de confusion. Il regarda vers la chambre principale avec irritation. « Andrea, arrête d'être si irrationnelle, tu veux bien ? Lève-toi et prépare Emilio pour l'école. Raoul est malade et je dois aller le voir, » dit Julien, agacé. « Je ne peux pas m'occuper d'Emilio tout seul. » « Julien, ne le laisse pas seul. Ne le laisse pas seul. »
Il aura peur, criai-je à son oreille, mais il resta impassible. Rapidement, il ferma la porte et partit. La pièce redevint silencieuse. Emilio retourna dans la chambre principale. Il secoua doucement ma main. « Maman, s'il te plaît, réveille-toi. » « J'ai très faim, supplia-t-il, mais mon corps était déjà rigide. Je ne pouvais plus préparer à manger pour Emilio. Emilio vit que je ne me réveillais pas, prit mon téléphone et essaya de l'utiliser, mais il était déjà déchargé. « Maman, je ne peux pas déverrouiller le téléphone. Tu peux m'aider ? Je veux appeler Laura pour qu'elle m'achète à manger, demanda-t-il. Je ne répondais toujours pas. Emilio laissa le téléphone, toucha ma main. « Maman, pourquoi ta main est si froide ?» Julien franchit la porte sans regarder en arrière, laissant Emilio et moi dans le silence de cette chambre. Il n'avait aucune idée qu'il m'abandonnait là pour toujours. Je regardais mon fils, qui ne comprenait pas encore la gravité de la situation, mais ressentait l'absence de soins. Il était fragile, la faim et la confusion marquées sur son petit visage. Mon cœur, même dans cet état, semblait se briser un peu plus à chaque instant. Et Emilio, tiens bon, je t'en prie, pensais-je, sachant que mes mots ne pouvaient l'atteindre. Il resta assis à mes côtés, essayant de réveiller ce qu'il croyait n'être qu'un sommeil profond. À chaque fois qu'il touchait ma main glacée, il semblait se convaincre que quelque chose n'allait pas. Mais que pouvait faire un enfant de 3 ans ? Les heures passèrent lentement. Emilio, fatigué et affamé, se blottit contre moi et finit par s'endormir. Je restais là, impuissante, tandis que mon esprit se remplissait de questions. Comment Julien avait-il pu être aussi cruel ? Il n'avait jamais été le meilleur des maris, mais était-il devenu incapable de ressentir la moindre empathie ? L'idée qu'il était aux côtés d'une autre femme, alors que notre fils était seul avec moi, était insupportable. Quand le matin arriva, Emilio se réveilla en pleurant. Il tenta une nouvelle fois d'utiliser le téléphone, mais l'appareil était déchargé. Il ouvrit des tiroirs, fouillant les quelques objets à sa portée, cherchant quelque chose qui pourrait l'aider. En vain. Mon petit était complètement seul. Il alla jusqu'à la cuisine, mais il n'y avait rien de facilement accessible. Je le regardais de près, incapable d'intervenir, tandis qu'il ouvrait un placard, avec difficulté, faisait tomber une boîte de biscuits. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à apaiser temporairement sa faim. Les heures s'étirèrent à nouveau. Julien ne revint que le soir, comme si de rien n'était. Il entra par la porte avec des pas lourds, visiblement fatigué, mais il ne jeta même pas un regard à la chambre où Emilio et moi étions. Il alla directement au canapé, alluma la télévision et ouvrit une bière. Le bruit résonnait dans la maison, comme si tout était parfaitement normal. En entendant son père, Emilio sortit de la chambre en titubant. Ses pas étaient petits et hésitants. Il s'appuyait sur le bras d'une chaise pour garder son équilibre. « Papa, j'ai faim », dit-il d'une voix basse et rauque. Julien leva enfin les yeux et regarda son fils. « Qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure ? » « Va dormir, dit-il, visiblement agacé. « Papa, maman dort toujours. Elle ne se réveille pas. » La phrase d'Emilio sembla enfin attirer l'attention de Julien, mais pas de la manière que j'espérais. Il se leva, avec un air frustré, et alla jusqu'à la chambre. « Oh Andrea, ça suffit cette paresse. Lève-toi et occupe-toi d'Emilio, cria-t-il en poussant la porte. Il s'arrêta net en voyant mon corps. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. La bière qu'il tenait tomba par terre, et il resta là, regardant, comme s'il comprenait enfin. « Oh Andrea » appela-t-il, d'une voix basse et tremblante. Il s'approcha lentement, toucha mon épaule, lorsqu'il réalisa que je ne répondais pas, fit quelques pas en arrière, choqué. « Non. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, en regardant Emilio, qui était encore à la porte, les yeux grands ouverts et terrifiés. Julien attrapa le téléphone et commença à appeler quelqu'un, sa voix précipitée et pleine de désespoir. « Oui, j'ai besoin d'aide. Ma femme. Je pense qu'elle est morte. » Je le regardais, mais je ne ressentais aucune compassion. Tout cela aurait pu être évité. Il aurait pu me sauver, et épargner à Emilio le traumatisme qu'il vivait. Au lieu de cela, il avait choisi d'ignorer les signes et de privilégier sa propre vie. Voir son désespoir maintenant ne m'apportait aucun réconfort. L'ambulance arriva rapidement, mais il était déjà trop tard. Le médecin qui entra dans la chambre confirma l'évidence, et Julien s'effondra au sol, la tête entre les mains. Emilio fut emmené dans le salon par un des secouristes, qui tenta de le distraire tandis que la scène se déroulait. « Tu es un imbécile, Julien, pensais-je. Maintenant tu pleures,
mais où était ta compassion quand j'en avais le plus besoin? Après qu'ils eurent emporté mon corps, Julien dut affronter la réalité. Il était seul avec Emilio. Il n'y avait plus personne pour s'occuper de l'enfant, pour ranger les désordres ou préparer les repas. Tout ce qu'il avait toujours pris pour acquis avait disparu. Dans les jours qui suivirent, il tenta de maintenir une apparence de normalité, mais il était clair qu'il ne savait pas quoi faire. Emilio pleurait souvent, m'appelant. Il ne comprenait pas pourquoi je ne revenais pas. Julien semblait perdu, avec des cernes profondes et un air de désespoir constant. Il tenta de demander de l'aide à sa famille, mais ils étaient fatigués de ses excuses et refusèrent. « Tu as choisi cette vie, Julien. Maintenant, débrouille-toi, lui dirent-ils. » Alors que les jours se transformaient en semaines, je voyais mon fils être négligé, non par manque d'amour, mais par pure incompétence de Julien. Il ne savait pas comment s'occuper d'un enfant, au lieu d'apprendre, il s'enfonçait de plus en plus dans son auto-apitoiement. C'est alors que je réalisai que mon départ serait un fardeau qu'Emilio porterait pendant longtemps. Mais j'étais déterminée à ne pas le laisser souffrir seul. Même en tant qu'esprit, je décidai de faire tout ce que je pouvais pour protéger mon fils. Je ne pouvais plus le serrer dans mes bras ou essuyer ses larmes, mais je lui promis qu'il ressentirait ma présence, d'une manière ou d'une autre. Je serais le vent qui caresserait son visage, la chaleur qui le réconforterait les nuits froides. Julien, en revanche, était seul dans sa propre misère, une punition qu'il s'était infligée par ses choix. Et j'étais là, témoin de tout, attendant qu'un jour il comprenne pleinement le poids de ses actes. J'ouvris les yeux avec difficulté, comme si quelque chose me tirait d'un sommeil profond et interminable. La lumière blanche de la pièce m'aveuglait pendant quelques instants, et ma tête palpitait comme si elle avait été écrasée pendant des jours. Je clignai des yeux à plusieurs reprises, essayant de me situer, jusqu'à ce que j'entende un son doux à côté de moi, « Maman ». Je tournai lentement la tête, avec effort, et vis Emilio assis sur une chaise à côté du lit. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient grands ouverts de joie en me voyant réveillée. Des larmes commencèrent à couler sur son petit visage. « Maman, tu es réveillée. Je pensais que je ne te reverrais jamais. » Il sauta de sa chaise et attrapa ma main avec force. Je sentis la chaleur de son toucher, bien réel, et c'était comme si quelque chose en moi s'éveillait enfin. « Emilio » murmurai-je d'une voix rauque. Ma poitrine me faisait mal, et mes muscles étaient faibles, mais sa présence était comme un baume apaisant. Il me serra dans ses bras, et je sentis sa fragilité mêlée à une force qu'il n'aurait jamais dû avoir à trouver si jeune. J'ai appelé l'ambulance, maman. J'ai fait ce que tu m'avais appris. Ils sont venus te sauver. Je savais que tu irais mieux, dit-il, avec une voix mêlée de fierté et de peur. Mes yeux s'emplirent de larmes alors qu'il racontait avec précision comment, malgré son jeune âge, il avait réussi à prendre le téléphone, le déverrouiller et appeler le numéro d'urgence que je lui avais appris. Je regardai autour de moi et compris enfin que j'étais dans un hôpital. Des moniteurs étaient connectés à moi, émettant des sons rythmés qui indiquaient que j'étais encore en vie. Une vague d'émotions contradictoires m'envahit. Tout ce que j'avais vécu, jusque-là le monde spirituel, ma mort, la négligence de Julien, ma souffrance en tant qu'esprit n'était pas réelle. Ce n'était qu'un rêve, ou plutôt un cauchemar que mon cerveau avait créé pendant que j'étais dans le coma. Une infirmière entra dans la chambre et me sourit en me voyant éveillée. « Bienvenue parmi nous, dit-elle avec douceur. Vous avez été dans le coma pendant 2 semaines. Vous avez parcouru un long chemin, mais vous êtes une battante. » Alors qu'elle vérifiait mes signes vitaux et m'expliquait ce qui s'était passé, mon esprit était ailleurs. Je revivais ce rêve avec Julien, ses actions, sa négligence, et la douleur que j'avais ressentie en voyant Emilio souffrir seul. Bien que ce ne fût pas réel, tout semblait si vrai que le ressentiment dans ma poitrine était impossible à ignorer. Peu de temps après, Julien entra dans la chambre. Il semblait épuisé, avec de profondes cernes et un air nerveux. « Andrea, tu es réveillée » dit-il en s'approchant avec hésitation. Je ne savais pas quoi faire. Emilio a été si courageux. Moi. Avant qu'il ne puisse continuer, je levai la main pour l'interrompre. Julien, j'ai besoin que tu écoutes. Je ne veux pas entendre d'excuses ni de promesses vides. Ce temps, bien que je n'étais pas consciente, m'a montré beaucoup de choses sur ce que je dois faire à partir de maintenant. Je veux divorcer. Il resta silencieux, manifestement choqué, tandis que mes paroles flottaient dans l'air comme une sentence irrévocable. Tu ne peux pas être sérieuse. C'était une période difficile pour nous tous. On ne peut pas juste abandonner, tenta-t-il de plaider, mais son ton sonnait davantage comme de l'autopitié que de la réelle inquiétude. Je n'abandonne rien, Julien.
Je protège mon fils et moi-même. Je veux la garde exclusive d'Emilio. Tu pourras le voir, mais je veux que nos vies suivent des chemins séparés. Ma voix était ferme malgré ma fatigue. Pour la première fois depuis des années, je sentais que j'avais le contrôle de quelque chose. Il essaya de protester, mais l'infirmière revint dans la chambre, indiquant que la visite était terminée. Julien quitta la pièce à contre-séhur, et je pris une profonde inspiration, sentant une paix inattendue m'envahir. Dans les jours qui suivirent, alors que je récupérais, Emilio était ma plus grande source de motivation. Il était toujours à mes côtés, apportant des dessins, racontant des histoires et me rappelant qu'il était la raison pour laquelle j'étais en vie. J'ai finalement pu parler à un avocat pour entamer les démarches de divorce et la demande de garde. Julien essaya de compliquer les choses, mais les preuves de son absence et de son désintérêt pendant le mariage jouèrent en ma faveur. Quelques mois plus tard, la décision du tribunal fut rendue, j'obtins la garde exclusive d'Emilio. Lorsque j'entendis le verdict, une vague de soulagement et de victoire m'envahit. Emilio était en sécurité, et désormais, nous pouvions repartir à zéro. Avec le temps, je louai un petit appartement pour nous deux. C'était modeste, mais plein d'amour et d'espoir. Je commençais à travailler à temps partiel pendant qu'Emilio allait à l'école. Chaque jour, je sentais mes forces revenir, ainsi que ma confiance. J'appris à Emilio à être résilient, mais surtout, je m'appris à moi-même que nous méritions quelque chose de mieux. Julien avait toujours droit à des visites supervisées, mais sa présence dans la vie d'Emilio diminua avec le temps. Il semblait incapable de faire face à ses responsabilités, ce qui ne faisait que renforcer ma décision. Pendant ce temps, Emilio et moi continuâmes de grandir ensemble, créant un lien indestructible. Ce qui s'était passé dans cet hôpital était bien plus qu'une simple récupération physique. C'était une renaissance. Emilio m'avait sauvé, et je me promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il ne manque jamais d'amour, de soins ou de protection. Le passé n'était que cela, le passé. Et notre avenir ne faisait que commencer.